Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous allons rester au cœur du deuxième pilier du PAG. Nous allons juste changer de thème. Nous allons aborder à présent l'amélioration des performances dans le domaine de l'éducation. C'est un vaste chantier. Et comme vous pouvez le constater, les ministres concernés donc, par le domaine de l'éducation sont déjà sur scène, ils sont sur le podium. Bonsoir, Madame, Messieurs les ministres. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Et d'entrée, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je me tourne vers vous. Dans le domaine de l'éducation en général, dites-nous, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que les Béninois sont en droit d'attendre de vous? Merci, Monsieur le journaliste. Bonsoir, Monsieur le Président. Chers invités, bonsoir. Le Bénin est à la croisée des chemins pour redonner espoir aux populations à travers une formation de qualité orientée vers le développement. Une meilleure éducation, c'est la condition pour que notre programme pour le Bénin puisse avoir un impact durable. C'est aussi le renforcement du capital humain de notre nation qui permettra le décollage économique du pays. Nos projets et nos réformes en la matière visent donc une éducation de qualité et utile à l'épanouissement des peuples, des citoyens, une éducation au service du décollage économique de notre cher pays. Notre priorité est donc d'améliorer la coordination du secteur de l'éducation. L'action majeure du gouvernement consistera ainsi à réformer le Conseil national de l'éducation de façon à garantir une meilleure synergie entre les trois ordres de l'éducation. La mission du Conseil national de l'éducation est de veiller à la qualité des tests réglementaires et des programmes éducatifs. Le Conseil national de l'éducation a également pour rôle de coordonner, de contrôler la mise en œuvre des politiques et programmes. Il va assurer une gestion rationnelle des ressources au niveau des trois ordres d'enseignement pour utilisation rationnelle des fonds. Le Conseil va gérer les mutations du personnel pour éviter la politisation de l'administration. En plus du renforcement du Conseil national de l'éducation, nous allons mettre en place un système d'information pour la gestion de l'éducation et de la carte scolaire. Enfin, nous souhaitons ramener la gestion de l'éducation au plus près des élèves et des enseignants. Pour cela, nous allons mettre en œuvre la déconcentration et la décentralisation de la gestion du secteur. Cela passera par l'opérationnalisation du pôle d'inspecteurs départementaux. Aussi, au niveau des trois ordres d'enseignement, nous allons mettre en œuvre l'apprentissage de l'anglais et introduire les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif. Voilà ce qui rassemble les trois ordres d'enseignement. Je vais passer la parole au ministre de l'enseignement maternel et primaire pour qu'il nous dise ce qui concerne son secteur, puisque le capital humain est formé depuis la conception jusqu'à l'enseignement supérieur. Merci, madame. Merci, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs. La période 2016-2021 sera marquée au niveau du sous-secteur des enseignements maternels et primaires par la transformation à la fois qualitative et quantitative du visage de notre école. Cette transformation passera par 1. L'accroissement de l'accès pour tous à une éducation de qualité. 2. L'assurance de l'équité et du maintien à l'école. Et 3. L'amélioration de la qualité de l'enseignement, voire de l'éducation. En matière d'amélioration de l'offre éducative, le programme d'action du gouvernement prévoit la construction de 6 000 salles de classe, la réhabilitation de 1 500 salles de classe, le recrutement de 10 000 enseignants
pour faire de l'objectif une classe, un maître, une réalité d'ici 2021. En ce qui concerne l'équité et le maintien, les disparités géographiques et du genre seront réduites et l'efficacité interne du système éducatif sera améliorée à travers la réduction sensible du taux de redoublement et d'abandon. Au même moment, le taux de couverture en termes de cantines scolaires dans les milieux ruraux passera de 29% aujourd'hui à 51% d'ici 2021. En matière d'amélioration de la qualité de l'enseignement, il est prévu la formation initiale de 9 000 enseignants à raison de 1 800 par an. La formation continue de 100 000 enseignants à raison de 20 000 par an. La formation de 250 conseillers pédagogiques à raison de 50 par an et la formation de 125 inspecteurs à raison de 25 par an. En somme, il s'agira de faire passer le taux brut de préscolarisation, qui est aujourd'hui de 15%, à 32% d'ici 2021. De même, le taux d'achèvement passera de 73% à 100% d'ici 2021. Et puis, par rapport à la performance de nos élèves, notamment en français et en mathématiques, performance dont le taux est de 48% aujourd'hui, il est prévu qu'à l'horizon 2021, ce taux de performance puisse passer à 75%. Voilà l'essentiel de ce que le PAG prévoit pour le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à vous, Monsieur le ministre Karimou Salimane, des enseignements maternels et primaires. Et comme on peut le voir à travers vos exposés, eh bien, on se rend compte qu'il y a des actions qui, évidemment, lorsqu'elles seront mises en œuvre, eh bien, vont permettre d'avoir des résultats probants, des résultats donc dans le domaine de l'éducation. Mais nulle part au monde, vous êtes d'accord avec moi et vous serez d'accord avec moi, que personne n'a réussi à partir du primaire à atterrir à l'université sans passer par le collège, sans passer par le lycée. Raison pour laquelle eh bien, nous allons nous tourner vers Monsieur le ministre en charge des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour avoir une idée eh bien, de ce qu'il compte mettre en œuvre au niveau donc, de son secteur pour que les changements soient notés. Monsieur le Président de la République, chers honorables invités, l'amélioration des performances du système éducatif appelle à agir sur certains leviers et à regarder de près certains indicateurs. Je vais en prendre quelques-uns. Premièrement, l'action du gouvernement va poursuivre l'accès équitable à l'enseignement secondaire des filles et des garçons. À ce niveau, il faut améliorer l'existant en dynamisant le processus de l'exonération des frais de scolarité des jeunes filles. Deuxièmement, améliorer la rétention des filles dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire.
il faut à ce niveau dire que le gouvernement entend réhabiliter les 6 lycées des jeunes filles des anciens départements et de construire 6 nouveaux lycées avec la naissance de 6 nouveaux départements. Et nous devons encourager nos sœurs, nos filles, à rester plus dans le système éducatif, parce que vous conviendrez avec moi, plus elles vont rester dans le système, mieux les secteurs productifs se porteront demain. Troisièmement, il faut améliorer la gestion du flux dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. À ce niveau, il y a d'abord des passerelles qu'il faut créer au niveau du sous-secteur pour ne laisser personne en rade, parce que nous sommes dans le domaine de l'éducation pour tous. Au même moment où nous visons l'excellence, il faut ne laisser personne en rade. Deuxièmement, il faut mettre en place un système d'orientation, ce qui a manqué tout le temps au système. Et là, nous avons aussi à mettre en œuvre la réforme du cursus d'entrée et de sortie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Quatrièmement, il faut renforcer l'offre et la qualité de l'enseignement. À ce niveau, le programme d'action du gouvernement prévoit le recrutement pendant le quinquennat de 15 000 enseignants bien formés, dont 3 432 sont recrutés au titre de 2016-2017. Il faut organiser chaque année un recyclage pour 4 500 enseignants dans le sous-secteur, et nous devons former 200 inspecteurs au cours du quinquennat et 650 conseillers pédagogiques pour renforcer le nouveau dispositif d'encadrement pédagogique de proximité basé sur la déconcentration de l'inspection pédagogique. Il faut construire et équiper des laboratoires pour améliorer l'offre et réaliser dans chaque collège et chaque lycée un point d'eau potable pour rentrer dans le programme, le large programme proposé par le ministre des Mines. Cinquièmement, l'amélioration de l'efficacité interne du système éducatif pour redonner confiance d'abord aux acteurs et aux populations. Nous devons combattre la médiocrité qui nous enchaîne ces dernières années et renouer avec l'excellence en améliorant le taux de réussite à nos différents examens dans le sous-secteur, à savoir le BPC, le CAP, le bac et le DT, etc. Sixièmement, il faut renforcer la formation professionnelle en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. À ce niveau, nous avons à réhabiliter et construire 4 lycées techniques de référence orientés sur des filières porteuses. La construction des écoles de formation en hôtellerie, restauration et de tourisme. La construction de 3 écoles de formation médico-sociale et la dotation de chaque commune d'un centre de formation professionnelle et d'apprentissage. Enfin, la professionnalisation et la modernisation des programmes d'alphabétisation en lien avec les secteurs de relance de l'économie
et l'accès aux services sociaux avec la formation de 1800 facilitateurs d'alphabétisation. Voilà quelques indicateurs sur lesquels il faut regarder de manière à améliorer la performance au niveau du sous-secteur de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Madame Marie-Odile Atanason, je vous redonne la parole pour conclure ce panel. Non, avant de conclure le panel, je vais parler de mon sous-secteur, qui est le sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a 4 défis à relever. Le défi de la qualité, le défi de la gestion des flux, le défi de la recherche et de l'innovation et le défi de l'employabilité. Concernant la qualité, ce qui a été constaté, c'est qu'il y a une augmentation continue du nombre d'étudiants avec un nombre insuffisant d'enseignants. Nous avons un ratio d'un enseignant pour 92 étudiants en 2014, alors que les normes du système LMD recommandent un enseignant pour 25 étudiants. Nous envisageons atteindre au maximum un enseignant pour 50 étudiants à l'horizon 2021 à travers le recrutement de doctorants. Nous avons envisagé de recruter 600 doctorants sur la période. Cela appelle un besoin de recrutement d'enseignants de 1665. Ces enseignants seront recrutés en fonction des moyens dont dispose le pays. Toujours au niveau de la qualité, nous avons 4 étudiants pour une place assise. Nous envisageons atteindre en 2021 2 étudiants pour une place assise à travers la rationalisation et la gestion des flux et la construction de nouveaux amphis. Nous avons comme taux de réussite 42% actuellement. Nous envisageons atteindre 60% au moins à l'horizon 2021 à travers la modernisation des universités, modernisation qui va faciliter les conditions de formation et les conditions d'apprentissage des étudiants. Toujours par rapport à la qualité, nous allons construire l'agence pour l'évaluation et la qualité de manière à ce que les cours soient évalués, le profit des enseignants également évalué, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous envisageons également, au cours des 5 ans, faire l'interconnexion de toutes les universités, ce qui favorise la mutualisation des enseignants et également la mutualisation des infrastructures de formation. Nous allons faire la promotion du centre d'excellence de formation en mathématiques appliquées, puisque les mathématiques sont la base de la plupart des sciences et déterminent l'employabilité. Nous allons toujours, par rapport à la qualité, mettre l'accent sur le renforcement des capacités du personnel enseignant existant, encourager le secteur privé également à former ses formateurs. Au niveau de l'employabilité, nous envisageons mettre en place des formations de courte durée, niveau Bac+2, de manière à ce que ces étudiants qui sortent soient totalement utilisables directement sur le marché de l'emploi. Nous avons déjà identifié quelques secteurs. Parmi ces secteurs, nous avons le secteur textile, le secteur bureautique, bois et ameublement, le secteur maintenance électronique, le secteur maintenance et réseau informatique. Nous allons, à travers le resserrement de la carte universitaire, nous avons créé 4 universités, dont 2 universités plurithématiques, l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou, et 2 universités thématiques, l'Université nationale d'agriculture et l'Université nationale des sciences techniques, ingénierie et mathématiques.
Ces deux universités, nous pensons qu'ils pourront former des étudiants avec des profils professionnels. Et ça permettra, comme vous le savez, les pays émergents sont passés par le développement des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, et nous allons faire de même, soit c'est les STEAM pour les pays francophones et les STEM pour les pays anglophones. Lorsque nous aurons mis la qualité dans la formation, nous allons en même temps encourager la recherche, puisque la recherche est un pilier du développement. Nous allons construire d'ici 2021, que nous allons démarrer déjà en 2017, l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Nous allons équiper les laboratoires pour les avoir du type Innovation Lab, c'est-à-dire bien équipés avec des équipements modernes. Ces fonds sont disponibles déjà depuis 2017 et nous allons encourager, faire la promotion du partenariat public-privé pour accompagner la recherche. La recherche ne doit pas revenir uniquement du secteur public. Les privés également peuvent mettre des moyens dans la recherche pour accompagner leur secteur. L'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation va partir depuis la politique jusqu'à la valorisation des résultats de la recherche. Et lorsque nous aurons fait toutes ces actions, nous allons redonner au Bénin son image du quartier latin de l'Afrique. Et cette image, nous allons la vendre à travers la création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, Cité internationale de l'innovation et du savoir qui va démarrer en 2018, qui va mettre en œuvre l'excellence au niveau de la recherche et du développement, de la formation et de l'incubation. Je vous invite à suivre la vidéo qui va suivre, qui va vous donner plus d'éléments sur cette cité que nous voulons pour redonner au Bénin son image de quartier latin de l'Afrique. Merci pour votre attention. L'ambition de la Cité internationale du savoir et de l'innovation, la CIS, est de restaurer la position du Bénin comme quartier latin de l'Afrique du XXIe siècle, tout en développant une industrie du savoir dynamique. Les pays qui investissent dans le savoir améliorent considérablement le niveau de vie des populations. L'impact économique se mesure à plusieurs niveaux. Il y a la consommation directe des étudiants, des enseignants, des chercheurs, en termes de scolarité, en termes d'hébergement, de restauration, de loisirs. Et il y a également les retombées des nouveaux produits et services créés qui génèrent du revenu, des nouveaux emplois et aident à améliorer le niveau de vie des populations. Ainsi, à l'horizon 2030, nous projetons plus de 60 organismes de formation, 130 000 diplômés, 250 jeunes entreprises, près de 200 000 nouveaux emplois créés par la CIS, dont un tiers d'auto-emploi. Comment allons-nous faire cela? Les 3 pôles d'activité de la CIS sont l'enseignement supérieur, la recherche et l'entrepreneuriat. Nous développons des partenariats d'envergure mondiale destinés à former l'élite de la sous-région. L'aménagement de la CIS est planifié sur une superficie de plus de 100 hectares avec un campus moderne, connecté, ainsi que des installations résidentielles, commerciales et récréatives développées aux standards internationaux et dans le respect de l'environnement. La CIS offrira de nombreux services tels que guichet unique, orientation professionnelle pour les étudiants, promotion des innovations, assistance juridique et protection intellectuelle et appui financier, bien sûr, pour faciliter l'accès aux bourses, aux stages, aux emplois, travail, études ou aux prêts pour les adhérents de la CIS. Mais imaginons, qui sont ces adhérents de la CIS? Ngozi, 22 ans, nigériane, fait un double master en mathématiques financières et écologie appliquée. C'est un programme unique au monde et enseigné par des professeurs de renom à la CIS. Ben, 30 ans, camerounais, a rejoint depuis 18 mois un laboratoire international de recherche à la CIS. Il a ainsi l'opportunité de collaborer avec d'autres chercheurs africains, asiatiques, européens et américains sur des solutions liées au changement climatique et qui sont appliquées directement par des exploitants agricoles.
Fifonsi, 24 ans, béninoise, entrepreneur, et Malik, 23 ans, sénégalais, programmeur, se sont rencontrés dans le cadre d'un concours organisé avec le soutien d'une banque commerciale. Ils ont réussi à obtenir un financement pour lancer une application permettant d'organiser des circuits touristiques personnalisés. Voici les talents de la CIS. Bienvenue au quartier latin de l'Afrique du XXIe siècle. Merci beaucoup à vous, Madame et Messieurs les ministres, pour vos interventions. Monsieur le Président de la République, j'ai la ferme conviction que vous n'êtes pas resté insensible aux exposés de vos proches collaborateurs et qu'à ce titre, vous avez sans doute envie d'apporter des compléments d'information donc, à leurs différentes interventions. Alors, je voudrais avoir l'immense honneur de vous prier d'accepter de venir donc, sur ce podium apporter de nouveaux éléments d'information. Merci à vous, Monsieur le Président de la République. Non, j'aimerais juste préciser qu'avant la fin du mandat, mais plus précisément à partir de la rentrée scolaire 2017-2018, c'est-à-dire la prochaine rentrée scolaire, le Conseil national de l'éducation, nouvelle formule, sera mis en œuvre. Et nous allons enfin dépolitiser effectivement l'administration du secteur de l'éducation. À partir de septembre-octobre 2017, à la mise en œuvre donc de cette réforme, mes 3 ministres n'auront plus grand-chose à faire. Ils auront à exécuter ce que décidera le Conseil national de l'éducation. J'ai pensé qu'il était nécessaire de vous donner cette précision. Le rôle des gouvernants, c'est de mettre au service de l'éducation les moyens financiers, les ressources humaines, les infrastructures nécessaires à l'éducation. Le contenu de l'éducation n'est pas de la compétence d'un gouvernement. Nous en avons fait l'expérience, il n'y a pas si longtemps au Bénin avec l'école nouvelle, qui a été décrétée politiquement. Le contenu de l'enseignement est de la responsabilité, de la compétence des savants en la matière, des sachants en la matière, des experts, de ceux qui savent de quoi il s'agit dans chaque domaine, que ce soit dans le domaine littéraire ou scientifique. Or, jusqu'à présent, la mise en place des hommes, la désignation des hommes pour assurer ces fonctions n'est presque jamais fonction de leur qualité, de leur profil. Les gens sont désignés pour décider du contenu de l'éducation en raison de leur appartenance politique. Et cela justifie bien la défaillance du système. Désormais, le Conseil national de l'éducation, qui aura les prérogatives les plus larges, sera composé de personnels élus par les divers corps de l'enseignement. Les membres du Conseil national de l'éducation ne seront pas nommés par le gouvernement, ne seront pas désignés par le gouvernement. Ce que nous aurons à faire, c'est de définir leur profil, de fixer le minimum de compétences pour siéger. Et ils seront élus. À partir de la rentrée prochaine, l'orientation budgétaire, le mouvement du personnel, les nominations, les positionnements, la carte scolaire ne sera plus du ressort du gouvernement. J'ai malheureusement fait l'expérience il y a quelques semaines, quelques mois, parce que nous avons voulu toucher la carte scolaire, parce que ce qui a été fait jusque-là était fait dans un schéma populiste. J'ai vu combien cela a été difficile, parce que, au plan politique, c'est un sujet
délicat et difficile. Combien d'amis parlementaires ne m'ont pas interpellé, n'ont pas mis en souffrance mes ministres? Parce que politiquement, ils avaient du mal à l'accepter. Mon successeur dans cette fonction ne sera plus soumis à cette contrainte, à ce problème, parce qu'il n'aura pas décidé de la case scolaire. Nous allons faire cette réforme pour extirper de la gouvernance, de la fonction politique, des choses qui rendent notre pays imperformant, des choses qui rendent notre pays, laissent notre pays à la traîne. Ce sera le cas aussi dans le secteur de la santé. Dans ces deux domaines, nous allons totalement dépolitiser l'administration de ces secteurs courant 2017. Je tenais à vous donner cette précision. Merci.